Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à ceux qui sont en train de Bonjour. nous rejoindre. Bonjour. Pour des questions pratiques, je vais demander, comme vous le faites déjà, à chacun d'entre vous de maintenir vos micros sous silence et puis également de désactiver votre caméra. Je pense que les personnes actuellement qui auront leur caméra allumée seront les différents intervenants, notamment Monsieur Fidel Adjoumani, Monsieur Wankuni Joël Zongo et puis Monsieur Jean-Claude Ncho. Merci pour votre compréhension. Et également, vous aurez le chat dans lequel vous pourrez poser vos différentes questions. Lorsqu'on arrivera aux questions, on utilisera le chat pour pouvoir justement collecter les questions qui ont été posées pour les présenter à nos différents intervenants. Donc, déjà, merci pour votre temps que vous nous accordez en ce jour pour ce webinaire. Je vais juste m'assurer que mes différents panélistes sont bien présents. Fidel Adjoumani, est-ce que tu es là? Tu peux activer ta caméra, s'il te plaît, et puis faire un coucou, s'il te plaît. Ok, je suis là. D'accord, parfait. Wankuni, Joël Zongo, est-ce que tu es présent ici? Oui, je suis là, bonjour. Bonjour. Jean-Claude Ncho, tu es également présent, s'il te plaît. Fais un coucou et allume ta caméra. Jean-Claude est-il présent? Bonjour à tous. Je suis Bonjour, présent. Jean-Claude. D'accord. Tu peux Merci. également activer ta caméra, s'il te plaît. Ok, parfait. Donc, sans plus tarder, je voudrais remercier chacun des participants qui s'est connecté, qui a décidé en ce jour de participer à ce webinaire qui porte sur les tableaux de bord. Et donc, le thème que nous allons aborder aujourd'hui en ce qui concerne les tableaux de bord, c'est tableaux de bord, outils de pilotage et de mesure de la performance. Et pour ce faire, nous aurons trois intervenants, comme vous l'avez constaté, notamment Fidel Adjoumani, qui est directeur général de BIFA Institute, l'institut qui est à l'initiative de ce webinaire. Nous aurons également M. Wankuni Joël Zongo, qui est consultant en stratégie en économie. Et pour terminer, nous aurons M. Jean-Claude Ncho, qui est responsable pilotage de performance et c'est dans le secteur bancaire. Responsable pilotage de performance dans le secteur bancaire. Et donc, sans plus tarder, je vais juste rappeler encore quelques questions pratiques. Pour tous les différents participants, veuillez maintenir vos micros éteints et également la caméra éteinte. Et vous pouvez utiliser le chat pour poser vos différentes questions. Et donc, je voudrais débuter ce webinaire avec la présentation de nos différents intervenants. Et nous allons commencer par M. Fidel Adjoumani. Donc, il faut signifier que M. Fidel Adjoumani est analyste des opérations au sein d'une multinationale qui est spécialisée dans le secteur pétrolier. Il est détenteur d'un master en finance de l'EM Lyon Business School. Il est certifié Financial Modeling Valuation Analysis de la Corporate Finance Institute. Il est certifié également Leadership Skills for Finance Manager de l'École de recherche des Nations Unies. Et il a également un master en gestion de projet de la chaire UNESCO et les diplômes en commerce et administration des entreprises à l'INPHP. Il a contribué au sein de plusieurs groupes internationaux dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la banque, de l'assurance, à améliorer l'efficacité des différents processus. Et donc aujourd'hui, il a créé BIFA, justement, qui intervient dans les tableaux de bord pour l'accompagnement des différentes entreprises aujourd'hui. Fidèle, encore bonjour à toi et merci pour cette initiative de webinaire avec BIFA. Merci, Lévi. La deuxième personne que je vais présenter est Monsieur Wankuni Joël Zongo, qui est consultant au sein du groupe Banque mondiale, où il traite des questions de pauvreté et équité. Il est titulaire d'une maîtrise en économie de l'université Ouakat 2 et il a un diplôme d'ingénieur statisticien économiste de l'INSEA. Donc, Joël est spécialiste de l'analyse de données des études statistiques et économétriques, des études sectorielles
et des études stratégiques. Il est certifié en Strategic Management par l'Indian Institute of Management de Bangalore et Data Science de WorldQuant University. Joël, à nouveau, bonjour à toi. Bonjour, Lévi. Et je vais terminer par Monsieur Jean-Claude Ncho, qui est ingénieur statisticien, diplômé de l'ENSIA à Abidjan. Il est un peu produit de cette prestigieuse école et où il est rentré lorsqu'il a obtenu son bac C au lycée scientifique de Yamoussoukro. Il faut signifier qu'il a débuté une carrière professionnelle bien avant de quitter les bancs, donc à la junior entreprise de l'ENCA, qu'il a dirigée pendant 2 années et où il a pu justement côtoyer le marché en offrant des services à des entreprises qui portent sur des études statistiques ou des formations à la maîtrise des logiciels statistiques. Il a ensuite intégré le secteur de la téléphonie mobile où il était analyste business intelligence et après il a également progressé au sein de la direction marketing de MTN Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il intervient au sein d'une holding qui est le groupe Atlantic Business International dans le secteur bancaire et il est en charge des études marketing du pilotage des performances commerciales retail. Donc, encore, c'est un plaisir pour nous de te recevoir, Jean-Claude. Plaisir partagé. Bonjour, Monsieur Lévy. D'accord. Une fois que ça c'est dit, il est important de contextualiser, on va dire, ce webinaire. Aujourd'hui, vous tous, vous savez que la Covid qui a touché le monde entier a mis en lumière certaines faiblesses au sein des entreprises ou a également été l'occasion pour de nombreuses entreprises de pouvoir identifier des opportunités en termes de croissance, en termes de développement. Et donc, justement, dans ce contexte-là, comment réussir à soit ajuster la direction que l'entreprise prend lorsqu'on a identifié certaines faiblesses ou comment on arrive à pouvoir profiter des opportunités de sorte à continuer à grandir, à grossir. Le tableau de bord peut contribuer à répondre à ces différentes questions. Et principalement, aujourd'hui, dans le cadre dans lequel nous sommes, le webinaire s'est donné pour objectif de répondre à quelques questions que vous avez pu déjà observer dans la communication qui a été faite par rapport à ce webinaire, notamment la question de la définition du tableau de bord. Qu'est-ce que c'est qu'un tableau de bord? Ensuite, quelles sont les différentes étapes pour réussir un tableau de bord? Nous aurons l'occasion aussi de pouvoir savoir quelles sont les différentes méthodes que nous pouvons mettre en place pour sélectionner les KPI, c'est-à-dire les indicateurs clés, au regard des objectifs que nous fixons et la qualité des informations disponibles. Ensuite, bien sûr, on aura une vue sur comment utiliser un tableau de bord pour piloter une activité et anticiper la prise de décision. Et pour terminer, nous essaierons d'aborder les questions de perspective sur les compétences et l'augmentation de la valeur de chaque personne pour performer sur le marché du travail. Et donc, la première personne à qui j'ai envie de donner la parole déjà, c'est à Fidèle Adjoumani, sur la première question de savoir qu'est-ce qu'un tableau de bord. D'accord. Merci bien, Lévi, et merci à tous donc d'avoir répondu présent donc, à notre invitation. Un tableau de bord, c'est un instrument de communication et de décision et qui va mettre en lumière des indicateurs clés destinés à des opérations des responsables et qui, grâce à qui, pourront donc prendre des décisions stratégiques. Alors, pour faire plus simple, je vais prendre un exemple concret qu'on rencontre dans la vraie vie. Vous partez en vacances avec votre famille et ça fait par exemple 1 heure que vous êtes sur l'autoroute et votre tableau de bord du véhicule vous donne des informations. D'abord sur la vitesse, le tableau de bord indique que vous êtes à 200 km/h, ce qui veut dire que vous roulez vite. Donc, vous allez prendre la décision stratégique de ralentir à la fois pour respecter le code de la route, mais aussi pour la sécurité de votre famille et la vôtre. Vous avez également des informations sur le niveau du réservoir. S'il est bas, ça signifie que vous devez remplir le réservoir. Donc, vous voyez que le tableau de bord donc, du véhicule vous donne des informations à partir des indicateurs que sont la vitesse et le réservoir
qui vont vous permettre de prendre des décisions stratégiques sur votre voiture, sur votre conduite et sur votre famille. Donc, c'est la même chose dans l'entreprise. On a beaucoup de tableaux de bord, donc sur le tableau de bord financier, tableau de bord commercial, sur plein de sujets, sur plein de services. Mais pour qu'il soit pertinent, un tableau de bord doit respecter donc des conditions. Avoir des indicateurs qui donnent des informations en temps réel et vous inciter à l'action. Dans d'autres cas, soit je baisse la vitesse, soit je ne fais rien. Donc, voici un peu comment je peux définir simplement ce qu'est un tableau de bord. Merci. Je voudrais demander à Joël, est-ce que tu as un additif à faire par rapport à ce que Fidèle vient de mentionner en ce qui concerne le tableau de bord? D'accord. Merci, Lévi. En ce qui me concerne, pour définir le tableau de bord, je vais plutôt utiliser cette approche qui propose des définitions selon divers angles, notamment selon l'objet, le type d'indicateur que le tableau de bord doit contenir, selon son format et aussi le type d'utilisateur. Donc, le tableau de bord en lui-même, c'est cet outil-là qui permet aux managers ou aux responsables d'activité de prendre du recul par rapport à ce qui se passe dans l'entreprise. Donc, sur la base des métriques, c'est-à-dire des indicateurs qui seront calculés, on pourra anticiper les évolutions et ça pourra aussi inciter à la prise de décision. D'accord. Donc, en termes d'indicateurs, en termes de métriques, à mon niveau, j'ai généralisé ces indicateurs-là en deux grands groupes, notamment les indicateurs de pilotage et les indicateurs de performance. Pilotage, c'est-à-dire qu'on va essayer de suivre, ce sont ces indicateurs-là qui vont nous permettre de suivre le degré d'avancement ou de vérification de notre stratégie. Je prends un exemple, on peut décider de suivre l'évolution des ventes. Donc ici, on est en train de faire du pilotage pour regarder comment évoluent les ventes. On aura aussi les indicateurs de performance, donc notamment les indicateurs de résultats. On va vérifier au terme de notre exercice, est-ce qu'on a atteint les objectifs qu'on s'était fixés précédemment. Donc, en termes d'éléments de format, les tableaux de bord, il existe plusieurs outils pour pouvoir réaliser les tableaux de bord. Mais les plus communs sont le classeur Excel et il y a aussi les outils de BI comme Tableau, Power BI. Et en termes d'utilisateurs, le tableau de bord il est destiné au top management et aussi aux responsables d'activité, de projet et de service. Donc, voilà un peu ce que je peux dire en éléments de définition pour ce qu'est un tableau de bord. Merci, Joël. Jean-Claude, relativement à ces définitions qui ont été données et par Fidèle et par Joël, est-ce que toi, à ton niveau, dans la pratique de tous les jours, il y a des éléments qui peuvent renforcer ces différentes approches-là? Merci Charles. Effectivement, ces définitions sont très claires et très précises. Hein. Un tableau de bord, c'est avant tout un outil qui est à la disposition du manager. Qui dit manager parle en fait d'une personne qui a une responsabilité sur un périmètre donné. Le tableau de bord est avant tout un outil qui va aider en fait ce manager à prendre des décisions en vue d'atteindre ses objectifs. Faut dire que le tableau de bord, en somme, c'est un ensemble d'indicateurs qui est présenté d'une certaine façon pour inciter, comme Fidèle l'a dit, à la prise de décision. Moi, je veux juste rajouter en prenant juste l'exemple du thermomètre lorsqu'on part à l'hôpital. Alors donc, on prend nos constantes en fait lorsque nous arrivons à l'hôpital. Le médecin qui doit nous ausculter ou qui doit nous soigner ne se précipite pas directement à nous donner des médicaments ou à nous injecter des potions. Il prend d'abord des constantes. On peut se demander si ces constantes-là vont permettre de guérir la personne qui vient en fait à l'hôpital. Mais non, ces constantes ne guérissent pas, mais orientent en fait le médecin sur la bonne approche à adopter, si la température est élevée, si la tension est basse ou est élevée, oriente en fait le médecin sur la prescription à faire aux patients.
c'est la même chose qu'un tableau de bord. Donc, en somme, c'est un ensemble d'indicateurs. Dans mon activité, j'utilise régulièrement le tableau de bord. Je développe régulièrement des tableaux de bord pour différents managers. Et il faut dire aussi que l'un des éléments importants à mentionner, c'est que le tableau de bord est avant tout un outil qui doit être conçu de façon concertée. Donc, il faut que ce tableau de bord soit utilisé par le manager. Donc, il faut l'implication du manager, il faut déterminer les responsabilités du manager et savoir les actions son périmètre d'action pour pouvoir mieux définir en fait un tableau de bord. Merci encore, Jean-Claude, pour ce point. Une fois qu'on sait ce que c'est qu'un tableau de bord, justement, qui permet d'avoir une visibilité sur l'activité de l'entreprise, et vous avez utilisé les termes constants, vous avez utilisé de nombreux éléments pour pouvoir définir justement le tableau de bord. Il est important maintenant que nous passions à la deuxième phase, qui est de savoir quelles sont les étapes en réalité pour réussir un tableau de bord. Et je vais me tourner vers Fidèle. Fidèle, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les étapes que nous devons suivre en tant que manager, en tant que collaborateur dans le cadre de la mise en place d'un tableau de bord? Est-ce que Fidèle m'entend? D'accord. OK. OK. Alors, pour les étapes pour réussir donc, un tableau de bord, déjà ici, il y a une chose qu'il faut savoir. Lorsqu'on parle de réussir un tableau de bord, c'est le fait de pouvoir mettre en place un outil qui permet de répondre aux besoins des dirigeants. Donc ici, au-delà de l'aspect visuel, donc de conception d'un tableau de bord, la réussite du tableau de bord vient en fait du fait que ce tableau de bord permet de répondre aux besoins des dirigeants. Et pour cela, en fait, il y a quatre éléments que je voulais faire ressortir. Il y a d'abord, il faut tenir compte de la mission de l'entreprise. La mission, c'est quoi? La mission, c'est la raison d'être de l'entreprise. Donc, si je prends le cas d'une entreprise que je vais appeler Cacao Plus, par exemple, la mission, c'est par exemple de produire du chocolat. Voilà. Donc, après que la mission soit bien définie, ensuite, on va aborder la vision de l'entreprise. Ce qu'en général, on appelle la vision corporative. Donc, c'est où est-ce que je veux que mon entreprise soit dans un délai bien précis. Donc, toujours dans le cas de Cacao Plus que j'ai pris, je veux être, par exemple, le chocolatier numéro 1 en Côte d'Ivoire d'ici fin 2022. Donc, à partir de la mission, j'ai défini une vision. Donc, ensuite, après la vision, je vais aborder donc les stratégies et les différents objectifs. La stratégie, en fait, c'est le plan d'action que je vais mettre en place pour pouvoir atteindre cette vision. Et ce plan d'action-là doit être défini en objectifs globaux. Donc, pour faire plus simple, je reste toujours dans le cas de Cacao Plus. Mon objectif, par exemple, si je veux être numéro 1 en Côte d'Ivoire d'ici fin 2022, il faut que je puisse rendre disponible le chocolat sur tout l'étendue du territoire ivoirien. Donc, à partir donc de cet objectif, je vais définir des indicateurs pour pouvoir mesurer en fait mon état d'avancement par rapport à l'objectif que je me suis fixé. Donc, en marketing, par exemple, il y a un indicateur qui est la distribution numérique qui mesure par exemple le nombre de points de vente sur, comment on appelle ça, qui mesure le référencement d'un distributeur dans une zone bien précise. Donc, dans l'autre cas, par exemple, si je veux rendre disponible mon chocolat, il faut que je sois capable de pouvoir mesurer ma distribution numérique dans une zone bien précise. Donc, en Côte d'Ivoire, quel est le nombre de points de vente de Cacao Plus par rapport au nombre de points de vente de tous les chocolatiers en Côte d'Ivoire? Donc, vous voyez un peu la démarche. On part de la mission, ensuite on aborde la vision, ensuite la stratégie et les différents objectifs, et ensuite on définit des indicateurs qui sont liés à ces objectifs-là. Et pour moi, en fait, c'est de cette manière-là qu'on peut produire donc un tableau de bord avec des indicateurs qui sont efficaces, qui sont efficients et qui vont permettre de répondre exactement à la vision définie par les dirigeants. Donc, voici un peu présenté de façon succincte les différentes étapes pour pouvoir réussir donc un tableau de bord. Ici, quand je parle de réussir, je parle de la pertinence en fait du tableau de bord, c'est-à-dire au-delà de l'aspect pratique de conception, le tableau de bord doit répondre donc aux besoins des différents dirigeants. Et pouvoir en abordant, en tenant compte de ces différents points dont j'ai parlé,
Ça nous permet donc de produire un outil qui répond exactement donc, aux besoins de nos différents dirigeants. Donc, voici un peu ma contribution sur ce sujet. Pour, résumer un peu ce que tu viens de dire, j'ai identifié des mots-clés, notamment mission, vision, objectif, stratégie et mesure. Et justement, qui vont répondre aux besoins de l'entreprise qu'on représente. Et donc, sur ces différentes étapes, à partir de ce moment, quelles sont les méthodes, on va dire, ou quels sont les différents indicateurs que nous devons sélectionner ou qui sont pertinents de sorte à pouvoir justement élaborer un tableau de bord qui nous permettra de répondre aux besoins de l'entreprise. Et je vais demander à Jean-Claude de nous aider à répondre à cette question-là. Merci Charles. Alors, pour répondre à cette question, nous allons commencer par définir les différents types de tableaux de bord, parce que pour sélectionner les tableaux de bord, il faut d'abord savoir quel type de tableau de bord on souhaite mettre en place. Alors, on distingue de façon générale 3 types de tableaux de bord. Donc, le premier, c'est le tableau de bord opérationnel qui permet de suivre l'avancement des plans d'action mis en place par le chef de service ou le responsable ou même la direction de l'entreprise, le directeur et autres. Donc, c'est un outil de pilotage à court terme. Et généralement, ce tableau de bord-là, il doit être mis à jour à fréquence régulière, pour ne pas dire voire quotidienne. Donc, c'est un tableau de bord qu'on va suivre vraiment au day-to-day pour voir les impacts des actions que nous mettons en place. Ensuite, un second type de tableau de bord, c'est les tableaux de bord budgétaires ou tableaux de bord de gestion. Ces tableaux de bord-là consistent à comparer les prévisions budgétaires et les chiffres réels, donc les réalisations. Donc, c'est un outil de pilotage, on va dire, à moyen terme. Il permet aux chefs d'entreprise de mettre en évidence les écarts entre les prévisions et les réalisés, de comprendre les raisons et de pouvoir prendre ainsi des décisions adéquates nécessaires. Et enfin, le troisième type, c'est les tableaux de bord stratégiques, qui sont plus des tableaux de bord de pilotage à long terme, également appelés balance scorecard. Ils sont axés sur la stratégie de l'entreprise. Donc, dans la marche de l'entreprise, au-delà du chiffre d'affaires, des objectifs de chiffre d'affaires que l'entreprise veut atteindre, il y a la structure de revenus, la qualité des services et autres qui sont en fait parfois des éléments qui ne peuvent pas être modifiés à court terme, mais qui changent structurellement l'approche en fait de l'entreprise ou le positionnement de l'entreprise. Et les indicateurs relatifs à ces éléments-là sont contenus dans les tableaux de bord stratégiques. Alors, lorsqu'on finit de définir tous ces 3 types de tableaux de bord, il convient maintenant de savoir ce que c'est qu'un indicateur et à quoi un indicateur sert. Alors, donc, un indicateur, pour définir de façon simple, on va dire que l'indicateur, c'est une information chiffrée qui fournit une échelle sur laquelle une performance peut être mesurée conformément à un critère d'appréciation. Alors, l'indicateur se veut être une sorte de résumé d'informations complexes offrant la possibilité à des acteurs différents de dialoguer entre eux. Donc, il doit être compris de la même manière par tous et pouvoir restituer ou résumer en fait l'information que nous voulons suivre ou que nous voulons apprécier.
pour cela, il doit être pertinent, il doit être calculable assez rapidement, il doit être synthétique et puis contingent, on va dire ça comme ça. Donc, à quoi ça sert les indicateurs dans un tableau de bord? Bien sûr, dans un tableau de bord, ils vont permettre d'identifier le niveau de mise en œuvre. Dans un tableau de bord budgétaire, ils vont permettre d'identifier les écarts. Et comme je l'ai dit, dans un tableau de bord stratégique, il va permettre de déterminer l'efficacité des stratégies déployées et va permettre en fait au manager de pouvoir s'assurer que la stratégie permet d'atteindre les objectifs, mais surtout regarder l'aspect d'efficience, donc l'usage efficient des moyens dont dispose l'entreprise. Alors, donc, ceci dit, on va dire qu'on a deux types d'indicateurs dans les tableaux de bord. Joël l'a présenté, on a des indicateurs de résultats ou de performance. Donc, ces indicateurs-là sont généralement des indicateurs financiers, des indicateurs de rentabilité, de coût, de qualité. Ce ne sont pas des indicateurs sur lesquels on peut agir directement, mais c'est des indicateurs importants pour apprécier notre progression vers l'objectif qu'on s'est fixé. Et ensuite, on a des indicateurs d'activité ou qu'on appelle aussi des indicateurs de processus ou des indicateurs de pilotage qui mesurent la volumétrie en lien avec des objectifs de suivi de productivité. Donc, qui est beaucoup plus axé sur les plans d'action. On va regarder la quantité vendue, la quantité achetée, le nombre de références en stock. Donc, en fait, ce sont des leviers opérationnels actionnables, en fait, qui vont servir aux responsables pour décider de ce qu'il doit mener comme action. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que les indicateurs de pilotage doivent être reliés à un ou plusieurs indicateurs de résultats. Donc, le résultat est défini et ensuite, on définit les différentes actions qui vont permettre d'atteindre ces résultats-là et on va définir des indicateurs sur chaque action pour nous assurer que chaque action est menée correctement et permet de converger vers le résultat souhaité. Donc voilà, présenter de façon succincte comment en fait on choisit en fait les indicateurs. Donc pour finir, je vais présenter en fait des exemples pour choisir des indicateurs. Alors, je vais commencer par des indicateurs de résultats. Donc, premier élément, il faut définir ces indicateurs-là. Cette définition se fait de façon conjointe avec le responsable qui a à charge d'utiliser ce tableau de bord. Donc, il va falloir se poser les bonnes questions. Donc, la première question qu'on se pose lorsqu'on veut définir un indicateur de résultat, c'est quelle est la mission du centre de responsabilité que je souhaite étudier. Ensuite, on va se demander quels sont les points pour lesquels j'attends une performance. Donc, le responsable est certainement objectivé, les objectifs sont déclinés et par la suite, en fait, le responsable doit se poser des questions sur les indicateurs qui permettent de pouvoir atteindre ces objectifs-là. Ensuite, il va se poser la question de comment ces points peut-il être traduits sous forme d'indicateurs et quels sont les indicateurs de performance les plus appréciés. Donc, on va chercher les indicateurs les plus pertinents, les plus appréciables pour réduire en fait la quantité d'indicateurs parce qu'il ne faut pas noyer le manager d'indicateurs, il faut être succinct. Donc, on prend les principaux qui reflètent l'essentiel de l'activité. En termes d'indicateurs d'activité, c'est la même démarche, il faut procéder par des questionnements, déterminer le plan d'action à mettre en œuvre. Donc, pour savoir ce que le manager compte mettre en œuvre comme plan d'action. Ensuite, identifier les actions concrètes
à mettre en œuvre les indicateurs chiffrés et les mesures qu'il va falloir utiliser pour suivre la progression de ces plans d'action-là. S'assurer que ces indicateurs soient ambitieux mais réalistes au regard des objectifs. Repérer en fait les personnes qui sont responsables de chaque action pour que le responsable, une fois qu'il détecte une évolution sur un indicateur, qu'elle soit positive ou négative, est la personne avec qui il doit travailler pour pouvoir rehausser le niveau de l'indicateur et ensuite retenir les indicateurs les plus pertinents. Voilà. Allô? Oui, allô Joël, c'est bon? Merci encore merci Jean-Claude pour ton intervention. Je vais demander à notre intervenant, est-ce que vous avez des additifs? En termes d'éléments d'additifs, je souhaiterais intervenir pour apporter des éléments sur les différentes étapes pour réussir le tableau de bord. Comme Fidèle et Jean-Claude l'ont si bien dit, tout part de la vision de l'entreprise. Donc, la vision de l'entreprise, elle est définie entre le manager et ses différents collaborateurs. C'est-à-dire que le manager doit expliquer à ses collaborateurs dans quel monde ils sont et comment ils doivent voir l'entreprise, la concevoir. Et définir les différents objectifs que l'entreprise doit atteindre à terme. Donc, ce sont ces différents objectifs-là qui vont nous permettre, après, d'apprécier la performance de l'entreprise à terme. Après quoi, il faudra définir, sinon, définir le périmètre de tout ce qui est objectif que vous avez plus ou moins cité. Parce que une chose est sûre, pour réussir, le tableau de bord doit permettre de prendre des décisions, mais en même temps, il ne peut pas contenir tous les indicateurs parce que, comme Jean-Claude l'a dit, on risque de perdre le fil en fait. L'objectif, c'est de pouvoir prendre une décision stratégique. Du coup, il faut se baser sur les priorités de l'entreprise parce que lorsqu'une entreprise dispose de données, à partir de données sur 2, 3, 4, 5 variables, on peut avoir des centaines d'indicateurs parce qu'on peut faire des analyses sur différents angles. Il suffit de croiser, d'utiliser la variable 1, croiser à la variable 3, on peut avoir un indicateur, ainsi de suite. Au lieu d'utiliser la moyenne, on peut utiliser la médiane, ainsi de suite. Donc, on peut se retrouver avec des milliers d'indicateurs. Donc, il faudra à ce niveau-là, le manager, il reviendra au manager de discuter avec ses collaborateurs pour définir les priorités de l'entreprise. C'est à partir de cet instant-là qu'on va pouvoir sélectionner les indicateurs stratégiques, ceux qui vont permettre au manager de prendre des décisions. Donc, je viens maintenant sur les indicateurs. Les indicateurs, ce sont ceux qui sont au profit du management. Il faut que lorsque le manager voit le tableau de bord où il reçoit le reporting, rapidement, il arrive à observer ce qui se passe dans son entreprise et il peut prendre une décision. Et en termes de méthodologie pour identifier les indicateurs les plus performants, sinon les plus pertinents, il y a l'approche SMART. L'approche SMART, c'est-à-dire que l'indicateur doit être spécifique. Spécifique pourquoi? C'est-à-dire qu'il doit être précis et univoque, c'est-à-dire compris par tous les collaborateurs dans l'entreprise sans ambiguïté. Donc, la manière dont le manager de l'entreprise a défini son indicateur, ça doit être compris de la même manière que celui qui va piloter l'activité. Ensuite, l'indicateur doit être mesurable. Mesurable, c'est-à-dire qu'on doit avoir les moyens, les outils pour pouvoir mesurer cet indicateur. C'est bon? On ne peut pas dire qu'on va utiliser la moyenne ou bien la somme des ventes et puis on ne dispose pas d'outils nous permettant de calculer la somme des ventes. Donc, lorsqu'on va dire qu'on veut
que dans le tableau de bord fasse ressortir la somme des ventes sur une période bien définie, celui qui sera chargé d'élaborer, sinon de concevoir le tableau de bord, il faut qu'il ait les outils adéquats pour pouvoir calculer cet indicateur. Ensuite, il faudrait que cet indicateur-là soit atteignable. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on puisse on puisse impacter cet indicateur. C'est-à-dire, lorsque le manager observe sur le tableau de bord qu'il y a des écarts, il faudrait qu'il soit à même de dire qu'on va prendre telle décision. La décision stratégique qui sera issue de l'écart qui a été observé, il faudrait que cette décision-là puisse avoir de l'impact sur cet indicateur-là pour que, à une autre observation, on puisse se rendre compte d'un changement. Et ensuite, les indicateurs doivent être cohérents, pertinents, réalistes. Donc, on ne va pas venir proposer des indicateurs qu'on ne peut pas exactement, comme on l'a dit tantôt, je l'ai dit tantôt, mesurer. Et puis aussi, en dernière position, l'indicateur doit être temporellement défini. C'est-à-dire, à terme, si on a défini un indicateur qu'on doit mesurer après 3 mois, il faudrait que lorsqu'on arrive à terme, on ait la mesure de cet indicateur. Donc, après quoi maintenant? Après avoir défini ces différents indicateurs, il faudrait qu'on puisse mettre en place un processus de collecte des données. Parce qu'un tableau de bord, c'est vrai que lorsqu'on voit le visuel du tableau de bord, c'est beau, mais derrière, il y a un modèle. Donc, c'est la boîte noire, si je peux le dire ainsi, la boîte noire de ce tableau de bord qu'il faut penser à concevoir. Donc, il faut mettre en place le processus qui va nous permettre d'avoir les données qui vont alimenter le tableau de bord. Donc, il faudra identifier les sources de données. Est-ce que notre tableau de bord elle va utiliser des données qui proviennent des logiciels comptables, de logiciels de gestion commerciale, d'ERP, de data warehouse, tout ça, il faut définir les sources des données et puis définir aussi comment le tableau de bord sera alimenté. Après quoi, il faudra aussi préciser la périodicité. À quel moment on alimente, sinon on met à jour les données qui sont dans le tableau de bord. Et bien entendu, il faudra avoir une base de données bien structurée et bien organisée. Et comme je le disais tantôt, le tableau de bord, dès qu'il est observé par le manager, il doit lui donner une information. Et cela, il va aussi avec l'aspect visuel du tableau de bord. Donc, si on veut avoir un tableau de bord réussi, il faudra choisir, bien sûr, les bons graphiques, les bons tableaux, les bons résumés numériques. Et bien entendu, choisir les bonnes couleurs, parce qu'un tableau de bord, on ne peut pas choisir un tableau de bord avec des couleurs qui fatiguent les yeux. Donc, il faudrait que lorsque le manager voit, c'est déjà attrayant et ça donne envie de regarder. Voilà. Donc, il faut travailler l'aspect visuel du tableau de bord. Et en dernière position, il faudrait que lorsqu'on prend le tableau de bord, sinon le reporting, on arrive à lire une histoire. Donc, il y a une histoire qui se décrit. Il faudrait aussi qu'il y ait un lien, bien sûr, entre les différents indicateurs qui sont présentés dans le tableau de bord. Tout à l'heure, on va présenter un exemple d'une illustration du tableau de bord qui va mieux préciser cet élément. Donc, c'est ce statistique que je voulais apporter sur comment réussir le tableau de bord. Merci. Merci encore. Et comme je pense que c'était important que je revienne là-dessus, parce que cela vient mettre, on va dire, de la visibilité sur ce que Fidèle, justement, avait initié comme élément sur les différentes étapes pour réussir un tableau de bord. Là, pour tous ceux qui nous suivent, on a véritablement, on va dire, des étapes qui sont claires et qui, pour rappel, se définissent en 5 points. Définir la vision de l'entreprise, choisir les indicateurs, définir le processus de collecte de données, concevoir l'aspect visuel du tableau de bord et bien sûr structurer ce tableau de bord-là. Une fois qu'on a ces différents éléments, je voudrais laisser la parole à Fidèle pour nous dire, après avoir justement réussi à faire ce tableau de bord-là, comment on l'utilise en réalité pour piloter une activité et anticiper sur la prise de décision au niveau managérial. D'accord, merci Joël, merci Lévi également. Alors déjà, avant d'aborder la question, je voulais juste réagir un peu sur le point de Jean-Claude relativement aux méthodes efficaces pour sélectionner les KPI. Alors, ce que je peux ajouter,
c'est qu'il faut tout d'abord se poser la question, est-ce que cet indicateur me permet d'atteindre mes objectifs? En fait, tout part de là. Parce que tous les indicateurs ne sont pas pertinents. Je vais en voyage à Yamoussoukro. Mon objectif, c'est d'aller à Yamoussoukro. Est-ce que le niveau de propriété du siège du véhicule est un indicateur qui est pertinent par rapport au niveau de carburant? Le véhicule est propre, le véhicule est sale, je peux arriver à Yamoussoukro, mais sans carburant, je ne peux pas. Donc voilà pourquoi il peut y avoir beaucoup d'indicateurs, mais tous les indicateurs ne sont pas pertinents. Pour pouvoir donc avoir un indicateur qui est pertinent, il faut toujours se poser la question, est-ce que ce KPI-là me permet d'atteindre mon objectif? Et pour répondre à cela, on parle donc, comme je l'ai dit, de la mission de l'entreprise, de la vision, de la stratégie, et on aboutit donc aux objectifs. Et à partir de là, on reçoit des indicateurs qui sont forcément pertinents pour nous et qui répondent donc aux préoccupations et aux besoins donc, des dirigeants de l'entreprise. Maintenant, comment piloter donc, son activité et comment anticiper la prise de décision? C'est un peu ce qu'on a eu à dire. Mais si je vais prendre par exemple le cas je vais dire trois exemples de tableau de bord. D'abord, le tableau de bord commercial, je vais parler un peu du tableau de bord financier et un tableau de bord des opérations. C'est juste pour montrer un peu comment est-ce que, à partir d'un tableau de bord, je peux piloter mon activité, je peux avoir des informations et ensuite améliorer donc la qualité donc, de ma prise de décision. Si je prends le cas d'un tableau de bord commercial, ici, le premier indicateur qui saute à l'œil, c'est le chiffre d'affaires. Donc, je prends le cas du chiffre d'affaires par zone géographique. Pour une activité internationale, j'ai le marché africain, j'ai le marché français, le marché chinois. Donc, j'ai plusieurs marchés. Donc, en tant que directeur commercial, la question que je me pose, c'est d'analyser, par exemple, le pays qui réalise, par exemple, le plus de chiffre d'affaires et celui qui réalise le moins. Donc, si, par exemple, je ressors le pays qui réalise le plus de chiffre d'affaires par rapport donc, à tous les différents pays donc, que je gère, je peux me poser une question. Comment est-ce que je peux booster en fait, encore ce pays afin de performer davantage? Ou bien, pour le pays, par exemple, dont le chiffre d'affaires est loin donc, du but qui est fixé, la question que je me pose, est-ce que le marché est bon? Est-ce que, par exemple, la cible de la clientèle est conforme au service que je propose? Donc, autant d'interrogations, en fait. Je peux, par exemple, analyser le taux de transformation des différents devis de mes différents commerciaux. Dans une zone bien donnée et dans les mêmes conditions, je prends deux commerciaux. Le premier, il m'envoie 10 devis par jour et sur les 10 devis, il arrive à transformer qu'un seul. Donc, il a un taux de transformation de 10%. Je prends par exemple un second commercial. Sur 10 devis, il arrive à transformer 4. Donc, il a un taux de transformation de 40%. En tant que directeur commercial, je me pose la question, pourquoi, donc, dans les mêmes conditions, celui-ci, il a un taux de transformation de 40% et l'autre fait 10%. Soit celui qui fait 10, soit il ne tombe pas donc, sur des clients qui sont top, ou bien peut-être c'est lui qui a un problème. Donc, vous voyez que ce genre de réflexion, à part qui ressortent donc, de mon tableau de bord, me permettent de gérer mon activité et donc de prendre des décisions en fait, sur l'avenir de la société. Donc, si je veux aller encore plus loin, je prends le cas d'un tableau de bord financier. Donc, un tableau de bord financier, il y a des indicateurs qui sont liés à la finance. Donc, je peux dire, est-ce que le chiffre d'affaires a évolué d'une année à une autre? Est-ce que les différentes charges que nous avons ont évolué? Donc, on va aller, par exemple, aussi sur des indicateurs plus précis. Le produit A, a-t-il été plus vendu que le produit B? Le produit C, a-t-il perdu en rentabilité par rapport aux autres produits? On peut aller encore sur la valeur ajoutée. Quelle est la valeur ajoutée par rapport à mon chiffre d'affaires? Donc, autant d'indicateurs, en fait, qui vont ressortir dans le tableau de bord financier. Et en utilisant ces informations-là, je permets, par exemple, à ma hiérarchie, ou même à moi-même, par exemple, de pouvoir donc piloter, gérer mon activité et donc de prendre des bonnes décisions, en fait. Donc, je vais terminer par un tableau de bord de la production. Je suis une entreprise de fabrication de produits. Donc, j'ai une activité commerciale où je fabrique et je vends des produits. Donc, ici, mon objectif, c'est quoi? Mon objectif, c'est d'améliorer, avec mon tableau de bord, je dois pouvoir améliorer le processus de fabrication afin qu'il y ait un maximum de produits qui sortent en un minimum de temps
et avec le moins de pertes possible. Ça, c'est le résultat de mon tableau de bord. Donc, qu'est-ce que je vais analyser dans ce cas? Le processus de fabrication. Je prends un produit bien donné, donc je vais dire le produit, le téléphone, je prends peut-être un iPhone. Je regarde par exemple, quel est le temps de fabrication de cet iPhone? Je me rends compte que depuis l'entrée donc, dans l'usine et la sortie donc, du produit final de l'usine, j'ai fait 20 minutes. Lorsque je compare ce temps de fabrication au temps de fabrication à l'année passée pour le même iPhone, je vois que l'année passée, je faisais 40 minutes. Cette année, je suis à 20 minutes. Et dans les mêmes conditions de travail. Donc, je vois que j'ai optimisé mon temps de sortie du produit. Et ensuite, je peux anticiper la décision en disant que, bon, comment est-ce que je fais pour que l'année prochaine, je puisse mieux, en fait, performer. Voilà. Si c'était le cas contraire, si par exemple, cette année, je fais 20 minutes pour sortir un iPhone, et que l'année dernière, je faisais 10 minutes, ça veut dire quelque part, il y a un problème. Donc, il va falloir chercher les informations sur le problème et puis résoudre le problème. Donc, vous voyez qu'à partir d'un tableau de bord, voici un peu comment à partir d'un tableau de bord, avec des indicateurs pertinents et performants, je peux donc piloter une activité. Parce que le fait de me poser ce genre de questions par les indicateurs, je peux maintenant anticiper donc, sur la prise de décision. Donc, pour moi, en fait, voici un peu comment est-ce qu'une personne peut, à partir d'un tableau de bord, piloter une activité, peu importe le domaine d'activité, et ensuite, avec des indicateurs qui donnent des informations clés, je peux donc prendre des décisions stratégiques sur mon activité gérée. Donc, peu importe le domaine d'activité, que ce soit donc en finance, au commercial, en production, ou même en ressources humaines, par exemple, je peux donc, à partir d'un tableau de bord, piloter une activité et puis assurer donc une bonne gestion de l'activité et en même temps prendre des bonnes décisions sur l'avenir de la société. Et c'est ce qu'aujourd'hui les managers, les dirigeants recherchent. Donc, voici un peu ce que je peux apporter sur ce point. Merci Fidèle pour ton intervention. Je pense qu'il y a Jean-Claude qui voulait rebondir sur les points que tu as abordés. Et donc, Jean-Claude, est-ce que tu peux prendre la parole? Jean-Claude? Allô? Oui. Alors, merci Charles, merci Fidèle pour toutes ces précisions. Moi, je voudrais juste ajouter en fait un élément sur en fait, le fait qu'un tableau de bord donne l'information en temps réel. Ça, c'est très important parce que il y a des outils qui peuvent donner des informations, mais ne permettent pas en fait la réactivité. Donc, peut-être au moment d'agir, la période idéale pour agir est passée, alors qu'avec un tableau de bord, il y a une mise à jour régulière en temps réel. En tout cas, il faut que le tableau de bord puisse être produit et être actualisable de façon la plus régulière possible, idéalement de façon quotidienne, voire hebdomadaire. Mais une fois que le tableau de bord est mis en place et qu'il est actualisé de façon régulière, il permet au manager de prendre des décisions avant qu'il ne soit trop tard. Et ça, c'est un élément très important parce que je peux être en train de perdre de perdre en fait en termes de recrutement de clients. On va dire dans le secteur bancaire, j'ouvre des comptes pour des clients, j'ai des objectifs et je peux être dans une tendance baissière depuis un moment. Mais le tableau de bord va me permettre de savoir premièrement dans quelle zone, quel type en fait de compte est concerné, quelles sont les zones qui sont concernées et de pouvoir mettre le doigt en fait sur les raisons pour lesquelles on observe ce constat-là. Mais on ne peut pas agir sur ces éléments-là si on est informé peut-être un mois après ou 2 mois après. En ce moment-là, peut-être on aura perdu beaucoup en ressources ou en chiffre d'affaires. Et ça, c'est vraiment l'apport du tableau de bord. Il permet d'éviter en fait cette perte-là et de pouvoir être réactif le plus rapidement possible. C'est ce que je voulais ajouter. Merci.
Merci Jean-Claude. Avant de donner la parole peut-être à Joël, ce que tu viens de mentionner, notamment sur la réactivité et sur la fréquence à laquelle on doit remplir son tableau de bord, me fait poser la question suivante. Est-ce que le tableau de bord dépend, on va dire, de la taille d'une entreprise? Est-ce que pour élaborer un tableau de bord, il y a une particularité en termes de taille d'entreprise? Est-ce qu'une personne qui a, on va dire, qui intervient dans l'informel peut faire un tableau de bord? Est-ce que qui n'a pas un personnel relativement important, un staff important, contrairement à une grande entreprise qui a non seulement le personnel pour et puis la qualification pour? Allô, je laisse Joël reprendre ou bien j'y vais? Si tu peux répondre avant de laisser après Joël répondre. Ok, merci. Alors, donc, c'est une question très pertinente. Effectivement, en fonction de la taille de l'entreprise, les tableaux de bord n'auront pas les mêmes objectifs et ne seront pas dimensionnés de la même manière. Donc, pour une petite entreprise, une PME, on va dire que essentiellement le tableau de bord ne va pas s'attarder sur les actions opérationnelles détaillées et tout. On va plus rester sur un tableau de bord budgétaire, fixer des objectifs de façon globale, suivre ces objectifs-là de façon globale. Ensuite, ce qu'il faut noter, c'est que le nombre de tableaux de bord à mettre en place diffère d'une grande entreprise par rapport à une petite entreprise. Lorsque vous êtes dans une grande entreprise, il va sans dire que le nombre, l'effectif est plus important. Donc, vous avez affaire à plus de niveaux de management. On aura le directeur général, on aura ses sous-directeurs, on aura ses responsables, on aura ses chefs de service, ainsi de suite, jusqu'à un niveau très opérationnel. Alors que dans une PME, vous allez avoir le directeur et peut-être des responsables directement qui sont en charge d'activité. Donc, le nombre de tableaux de bord, il y a une différence déjà sur le nombre. Ensuite, sur les indicateurs à suivre. Donc, pour des grandes entreprises, elles disposent d'un système d'information relativement élaboré qui enregistre un bon nombre d'informations. Donc, il y a une plus grande en fait diversité d'indicateurs et ça offre plus de possibilités. Donc, sur ces grandes entreprises-là, on pourra développer des tableaux de bord d'un certain niveau de sophistication ou de niveau d'élaboration, alors que peut-être pour les PME, on va se concentrer sur l'information qui est la plus accessible dans le système d'information de la PME. Donc, généralement, le tableau de bord va être couplé à l'outil de gestion ou de comptabilité pour permettre de collecter de façon systématique l'information et de pouvoir la restituer le plus rapidement possible. Donc, voilà en fait les grandes différences que l'on peut observer entre une grande organisation et une PME. Donc, j'ai cité le nombre de niveaux de responsabilité, j'ai cité la diversité des informations et j'ai cité les indicateurs, les types d'indicateurs. Donc, on va être beaucoup plus dans des indicateurs d'un tableau de bord budgétaire pour les PME, alors pour une grande organisation, on aura aussi bien un tableau de bord stratégique, un tableau de bord budgétaire et un tableau de bord opérationnel. Merci encore Jean-Claude. Joël, si tu veux rebondir dessus avant que nous abordions un autre point de nos échanges. Ok, merci Lévi. À mon niveau, je souhaiterais rebondir sur deux éléments. Bon, rapidement sur la possibilité pour n'importe quelle entreprise de mettre en place un tableau de bord. Comme je l'ai présenté tout à l'heure, peu importe la structure de l'entreprise, tant qu'elle arrive à disposer de données,
et qu'elle arrive à disposer des données. Donc, cela il va de l'activité que l'entreprise mène. Donc, si elle réalise des activités, c'est si elle rend des services et qu'à travers ces services-là, elle arrive à collecter de la data, c'est-à-dire ces services-là lui génèrent de la data qu'elle arrive à collecter. Donc, elle a un processus qui lui permet de collecter la data. Elle a une vision. L'entreprise dispose d'une vision, elle a des objectifs à atteindre. Peu importe son secteur d'activité, peu importe sa taille, elle peut mettre en place son tableau de bord. Voilà. Donc, c'est cette précision que je voulais apporter. Donc, pour moi, tant que son activité suit une vision et tant qu'elle dispose de moyens qui lui permettent d'avoir de la data, elle peut mettre en place un tableau de bord. Maintenant, pour revenir sur comment utiliser le tableau de bord pour piloter une activité et prendre des décisions, je dirais que le tableau de bord, il faut retenir qu'il repose en fait sur ce triptyque, c'est-à-dire on part d'abord du pilotage, ensuite la performance et après le progrès d'esprit. Donc, le pilotage, pourquoi? Le pilotage, c'est préciser ce qu'on a envie de faire, le suivre. Donc, au départ, Fidèle avait pris l'exemple du véhicule, le tableau de bord du véhicule. Là, c'est une cas de figure. On suppose par exemple un individu qui se donne, c'est-à-dire, pour caricaturer, un individu qui se donne comme objectif journalier d'arriver au bureau à 7h30. Donc, quels sont ses moyens? Il dispose de son véhicule, il dispose aussi d'un compteur de vitesse et de sa montre. Donc, ici, rapidement, on voit que sur la base de son objectif, selon sa vision principale, sa priorité, arriver à 7h30, il a ses moyens pour pouvoir après apprécier sa performance vis-à-vis de sa cible. Donc, le tableau de bord aussi suit le même principe. Donc, s'il finit de définir ces éléments, qu'est-ce qu'il va faire? Il va constater ses résultats sur une période bien définie. Donc, je donne un exemple. Il peut choisir, par exemple, de constater l'heure à laquelle il arrive au boulot sur une semaine ou bien sur un mois. Et pour constater cela, il va mettre en place un processus. Donc, on suit les différentes étapes que j'ai données. Il va mettre en place son processus de collecte de données. Donc, ça dépendra de lui. Est-ce qu'il va utiliser un fichier Excel dans lequel il va renseigner chaque matin, un jour, 2 jours, 3, l'heure d'arrivée? Est-ce qu'il va utiliser un papier? Il va renseigner. Donc, à lui de mettre en place son processus de collecte de données. Donc, à partir de cela, après un mois, à peine, il observe ses écarts. Est-ce que vis-à-vis de la cible, il s'est comporté comment? Donc, lorsqu'il va se rendre compte qu'il arrive après 7h30, il va faire quoi? Puisque l'objectif est toujours le même. Son objectif n'a pas changé. C'est-à-dire il souhaite toujours arriver avant 7h30. Il va travailler sur les écarts dans une logique d'amélioration continue. Donc, pour travailler sur les écarts, il va mettre en place une stratégie. Peut-être il va ajouter une autre stratégie qui va, dans ce cas de figure, on parle de véhicule. Donc, il va regarder est-ce que c'est son mode de transport qu'il utilise qui ne lui permet pas d'arriver à l'heure. Est-ce que c'est la vitesse qu'il fait? Est-ce que aussi c'est l'itinéraire? Est-ce qu'il faut changer d'itinéraire? Donc, voilà en gros quelques petites stratégies qu'il peut mettre en place pour toujours arriver à l'heure. Donc, pour illustrer comment on peut utiliser le tableau de bord, je prends ce cas de figure sur les ressources humaines. Donc, vous voyez, dans toute entreprise a des ressources humaines. Donc, on peut mettre en place un tableau de bord impératif pour pouvoir suivre, en fait, le capital humain de l'entreprise. Donc, on va voir ici qu'on a pas mal d'indicateurs qui sont présentés et rapidement, on arrive à observer des métriques qui peuvent nous donner et qui peuvent nous situer tout ce qui se passe dans l'entreprise. Donc, rapidement, on voit qu'ici, si l'entreprise avait pour objectif basé sur le genre, on voit que le genre est largement respecté. On a 64% de travailleurs qui sont des filles. Donc, on peut observer aussi un autre angle qui est de regarder en fait dans l'entreprise quel est le département, par exemple, qui consomme toute la masse salariale. Donc voilà ici, à partir de
de cette représentation, on arrive rapidement à faire une présentation de tous les départements de l'entreprise et on voit que le département de production bouffe près de 39% de la masse salariale. Donc, rapidement, si on a envie de prendre des décisions vis-à-vis de ce résultat, on peut décider de mettre en place une stratégie. Comme aussi au niveau du statut matrimonial, on arrive facilement à observer pas mal d'indicateurs. On voit qu'on a plus ou moins la même répartition en termes de statut. Et ce tableau de bord aussi nous permet d'observer les tendances en termes de salaire. Donc, rapidement, on voit qui sont les individus qui ont les plus grands salaires, qui sont les individus qui ont les plus bas salaires. Donc, voilà un tableau de bord. Bon, ici, c'est un snapshot. Sinon, le tableau de bord en lui-même, il est interactif et on a des segments qui nous permettent de faire, d'automatiser les angles d'observation. Donc, c'est cet additif que je voulais apporter. Merci. Merci encore. Merci Joël pour ton intervention. Et dans les différents tableaux que vous nous avez proposés, Joël, Jean-Claude et Fidèle, on se rend très bien compte que la part belle est faite au manager. Et donc, la question que nous allons aborder maintenant est la question des perspectives et des compétences pour tous ceux-là même qui vont utiliser au quotidien ou qui sont potentiellement les personnes à qui le tableau de bord fera du bien en termes d'évolution de carrière. Comment chacun de ces personnes-là se positionne déjà en termes d'utilisation du tableau de bord? Quand je dis comment ces personnes-là, je parle d'un manager et un collaborateur. Quel est l'apport du collaborateur? Quel est l'apport du manager dans la mise en œuvre et dans l'utilisation du tableau de bord? Joël, Fidèle, est-ce que tu peux déjà nous donner ton avis sur ce point-là? D'accord. Donc, ici, la question qu'on aborde, c'est les différentes perspectives du tableau de bord sur le marché du travail. Et j'ai aussi posé la question de savoir comment est-ce que le manager se positionne et également l'employé. Exactement. D'accord. Déjà, ce qu'il faut savoir une chose, c'est que dans une entreprise, ce qu'il faut savoir, c'est que dans une entreprise, l'un des besoins du manager, c'est de pouvoir décider vite et bien. Donc, le manager veut décider vite et bien, et l'employé doit être capable de pouvoir mettre à la disposition du manager des informations qu'il faut pour pouvoir donc l'aider à décider vite et bien. Donc, moi, je prends par exemple mon expérience personnelle. Aujourd'hui, ça fait, je vais dire, environ entre 8 et 10 ans que j'ai pu travailler dans presque tous les départements de l'entreprise. Donc, que ce soit à la vente, à la clientèle, à la logistique, aux opérations et à la finance. Pourtant, c'était des fonctions qui étaient complètement différentes de ma formation de base. Donc, mais il y avait une chose que j'avais remarqué, c'était que les clients, les différents produits, les différents collaborateurs généraient en permanence un volume considérable de données. Donc, qui, si elles étaient analysées et interprétées, permettaient d'avoir donc une vue globale sur ce qui se passait au sein de l'entreprise. Et à partir des informations donc, que j'allais ressortir de ces différentes données, je pouvais par exemple aider mon manager et ma direction à pouvoir prendre des bonnes décisions, donc de décider vite et bien. Et lorsque l'employé réussit à faire un tel travail, il devient automatiquement un acteur clé dans la stratégie de l'entreprise. Donc, moi, par exemple, lorsque je me suis rendu compte de cette problématique-là, donc j'ai commencé à apprendre, donc j'ai commencé à me mettre donc, à la connaissance d'Excel, Power BI, à beaucoup d'autres outils. Mais après, je me suis rendu compte que ça ne me servait pas à grande chose parce que j'apprenais tellement de formules, mais après, je ne savais pas comment les implémenter donc, dans mon activité. Voilà pourquoi chaque fois, je dis à mes différents auditeurs que c'est inutile de pouvoir chercher à maîtriser Excel parfaitement. Non. Il faut simplement apprendre à utiliser donc, des éléments d'Excel pour pouvoir répondre à des problématiques de performance de gestion et cela à travers la mise en place de tableau de bord.
Donc, à partir donc d'une telle compétence, j'ai pu donc mettre en place donc des outils efficaces, efficients donc au sein donc des entreprises dans lesquelles je suis passé. Et par conséquent, donc, aider donc, les managers, aider les directeurs à pouvoir donc avoir une visibilité sur le business et par conséquent, donc, prendre des bonnes décisions. Donc, je peux être un employé, je veux dire, d'une catégorie en fait, très, très basse, par exemple, mais avec un tel travail, je deviens automatiquement un acteur clé dans la stratégie de l'entreprise. Le boss qui est là, il sait que voici le stagiaire que j'ai aujourd'hui, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas laisser parce qu'il contribue donc à améliorer donc, la qualité de notre travail et donc à prendre des bonnes décisions. Donc, voici comment, par exemple, avec un tableau de bord, je peux donc élargir mes perspectives donc, au sein d'une entreprise. Et moi, c'était mon cas. À partir donc, de ces différents outils, ça m'a aidé donc, à pouvoir toucher à tout, à être responsable logistique, responsable transit, à être à la finance, au commercial, à toucher un peu à tout sans que j'ai forcément de formation de base dans ces différents domaines-là. Ça, c'est par exemple, le tableau de bord. Et pour terminer, par rapport, par exemple, si je prends le cas de quelqu'un qui cherche du travail, donc comment est-ce qu'on peut élargir ses perspectives donc, sur le marché du travail ou augmenter sa valeur? Lorsque moi je rentrais dans ma première entreprise dans le secteur pétrolier, c'est grâce au tableau de bord. Lorsque j'ai reçu, par exemple, l'offre d'emploi, donc j'ai pris connaissance de l'offre d'emploi et par rapport donc, aux indications qui étaient dans l'offre d'emploi, j'avais mis en place un tableau de bord qui répondait plus ou moins aux besoins décrits dans l'offre. Bien évidemment, avec des données fictives. Voilà. Mais j'ai proposé donc un modèle de tableau de bord. Donc, lorsqu'on envoyait mon CV, ma lettre de motivation, j'ai joint donc ce modèle de tableau de bord pour cette entreprise. Et dans le corps du mail, j'ai envoyé un mail simplement, mais en faisant quand même une brève analyse donc de la situation de leur entreprise par rapport aux concurrents, et j'ai envoyé. Donc, avant d'envoyer le CV, c'est vrai que la dame m'avait appelé, elle m'avait dit, monsieur Adjumani, ce n'est pas pour un entretien d'embauche, c'est juste pour mettre à jour notre base de données. Mais dès que j'ai envoyé, donc, j'ai répondu à son offre, non pas à l'offre plutôt, lorsque j'ai répondu donc à sa demande en lui envoyant un CV actualisé et avec les différentes informations, elle m'a rappelé automatiquement en me disant que le directeur financier le directeur des ressources humaines plutôt, veut en fait me rencontrer tel jour pour un entretien. Donc, je veux dire qu'à partir d'une telle compétence, on peut faire la différence entre 1000 candidatures. Pour une personne qui envoie son CV de motivation, avec par exemple le tableau de bord des ressources humaines que Zongo a présenté, en répondant à une offre dans le domaine des ressources humaines, ça fait forcément la différence sur 1000 personnes. Donc, c'est tout ce que je peux ajouter en fait sur ce point. Merci Fidèle pour ton intervention. Joël, tu veux réagir dessus, tu veux apporter ton point de vue, s'il te plaît? Oui. En ce qui me concerne, donc d'abord, la question, j'avais posé une question qui était de savoir qu'est-ce qui doit être l'apport du manager et du collaborateur, c'est ça, pour la mise en place du tableau de bord. Donc, comme je l'ai précisé au départ, le manager, c'est celui qui doit définir avec ses collaborateurs la vision de son business. Donc, la vision de son business, là où il veut aller avec son business, c'est quoi le langage, il doit définir un langage commun. Et c'est ce langage-là que tous les collaborateurs vont utiliser. Voilà, donc c'est ça le rôle du manager. Après quoi, l'employé, lui, sa responsabilité est de acquérir les skills qui vont lui permettre de mettre en place ce tableau de bord. Donc, ces skills-là vont lui permettre, en fait, parce que le tableau de bord, on peut le mettre en place dans plusieurs, on peut le mettre dans tous les secteurs d'activité, bien sûr, lorsqu'on dispose des données. Parce que sans données, on ne peut rien analyser, rien présenter. Donc, cette compétence-là, en fait, nous donne une position stratégique dans l'entreprise parce qu'on contribue à la prise de décision. Et sans nous, le manager ne peut pas prendre de décision. Donc, on devient comme une pierre précieuse dans l'entreprise. Et c'est quoi ces compétences? Ces compétences-là, c'est la connaissance du métier, en fait, qu'on exerce. C'est la connaissance du métier ou bien l'activité principale de l'entreprise dans laquelle on travaille. Il faut vraiment avoir, si on souhaite aller, comme tu l'a dit, dans une entreprise bien précise, il faut vraiment se documenter sur l'entreprise, savoir c'est quoi la vision de l'entreprise. Donc, il faut avoir cette compétence-là. Ensuite, pour mettre en place un tableau de bord, bien sûr, la data.
les données, il faut être en même de pouvoir manipuler les données, manipuler les bases de données, manipuler les classeurs Excel. Donc, c'est une compétence qui est vraiment importante. Après, il faut savoir aussi préparer, c'est-à-dire mettre les données en forme qui vont être utilisées pour alimenter le tableau de bord. Généralement, dans ce processus-là, cette partie-là, elle est vraiment gourmande en termes de tâches, sinon de travail. Ça peut, en fait, pour concevoir un tableau de bord, ça peut nous prendre 80% de la réalisation de ce tableau de bord. 80% de notre temps en train de préparer les données. Donc, ça va dépendre bien sûr de la qualité des données qu'on va recevoir. Si les données sont issues de sources qui sont sûres, on n'aura pas de manipulation à faire. Et lorsque c'est des données qui contiennent des erreurs, il faut corriger, on peut se retrouver à passer plusieurs heures en train de traiter ces données. Et bien sûr, il faut avoir les compétences en analyse statistique. Donc, pouvoir calculer les métriques, pouvoir les représenter. Donc, voilà un peu les compétences. Et comment acquérir ces compétences? Bien entendu, il faut se former vers qui? Il faut se former, il faut venir vers BIFA. Et BIFA se positionne comme un acteur vraiment central pour dispenser des formations sur les tableaux de bord. Donc, voilà ce que je pourrais apporter sur les perspectives et comment améliorer ces compétences pour la mise en place de tableaux de bord. Merci. Merci Joël pour ton intervention. Jean-Claude, toi qui as eu l'opportunité d'être, comment on va dire ça, déjà tôt d'accompagner des équipes et ensuite de pouvoir travailler au sein de groupes internationaux. Et aujourd'hui, tu es dans une holding également où vous gérez différents pays. Concernant justement les perspectives, quel est ton point de vue par rapport aux skills relatifs au tableau de bord? Merci Charles. Alors, comme Joël et Fidèle l'ont si bien mentionné, je ne m'écarte pas de ces éléments qui ont été évoqués. Je veux juste préciser que, dépendamment de la taille de l'organisation, il peut y avoir une personne en charge de développer des tableaux de bord ou cela peut être laissé en fait à la responsabilité du manager de pouvoir mettre en place son tableau de bord lui-même et de piloter son activité. Donc, en fonction de la taille, donc, dans des PME, on n'aura pas forcément une personne spécifique dédiée à la conception et à la diffusion du tableau de bord au niveau des managers. Mais dans des grandes organisations, effectivement, c'est important parce que le nombre de tableaux de bord à suivre est relativement important. On a des outils spécifiques relativement sophistiqués ou pas qu'il va falloir déployer. Donc, ça demande qu'une personne soit dédiée à cette activité-là. Dans tous les cas, on a besoin d'un minimum de compétences. Des compétences que je veux citer, premièrement, ce sont des compétences en fait de compréhension de l'activité. Tout à l'heure, Fidèle a parlé de son expérience où il a envoyé son CV et l'a appuyé d'un tableau de bord et d'une analyse du positionnement de l'entreprise ou bien de la performance de l'entreprise et dit ce qu'il peut apporter. Et en fait, c'est très intéressant ce qu'il précise là, parce que le tableau de bord, avant tout, vient aider le manager dans son activité. Donc, il faut, dans un premier temps, comprendre le métier du manager ou de l'activité ou laquelle on souhaite mettre en place le tableau de bord. Comprendre le métier, c'est savoir comment le business fonctionne, quels sont les éléments sur lesquels on fait le chiffre d'affaires, où est-ce qu'on perd, quelles sont les charges, quels sont les coûts, quel est le fonctionnement même de l'organisation ou de l'entreprise. Donc, fonctionnement hiérarchique, qui prend des décisions, jusqu'à quel niveau, jusqu'à quel périmètre, en fait, chaque décideur intervient. Donc, tous ces éléments-là sont des éléments importants
pour avoir comme compétence lorsqu'on veut évoluer avec la compétence de mise en place de tableau de bord. Donc, on va donner l'exemple des fonctions qui sont en charge de revenus assurance dans des entreprises. Donc, on a ces fonctions-là au niveau des télécoms. On les a aussi au niveau du secteur bancaire. Donc, les revenus assurance, c'est quoi? C'est que tout simplement, c'est une équipe qui va être en charge de s'assurer que les chiffres d'affaires que l'entreprise doit faire ou les revenus que l'entreprise doit collecter sont effectivement entrés correctement dans les comptes en fait de l'entreprise. Il va s'assurer aussi qu'il n'y a pas de perte ou de fraude ou d'éléments en fait qui vient atténuer la performance ou qui vient réduire en fait les revenus qu'on doit engranger. Donc, ce sont des fonctions très importantes dans l'entreprise et qui utilisent des tableaux de bord pour être sûr que si on a vendu 10 produits de 1000 francs, on a 10 000 francs CFA. Et on ne se retrouve pas peut-être avec 9 000 francs ou 7 000 francs parce qu'il y a eu un dysfonctionnement système ou parce qu'il y a eu en fait un paramètre qui n'a pas été activé chez le client, ainsi de suite. Donc, voici un peu un exemple. Ça peut être dans le contrôle qualité. Donc, il faut comprendre le processus du métier pour lequel on développe le tableau de bord. Ensuite, il y a les compétences très techniques dont on a parlé, qui sont essentiellement des compétences qui vont aller de la collecte de la donnée jusqu'à la diffusion de l'information. Donc, ce sont essentiellement des compétences qui se regroupent en fait dans des compétences d'analyste statisticien. Donc, collecter les données, s'assurer que l'information est disponible, où est-ce qu'elle est disponible, comment je la récupère le plus rapidement possible ou de façon la plus automatisée possible parce qu'il faut limiter le temps de traitement de l'information. Donc, ça va demander des compétences en base de données parce que bon, les grandes structures ont des systèmes de base de données bien élaborés. Il faut comprendre ces bases de données-là. Si c'est des bases de données qui sont développées sur des systèmes de GBD, on va développer des compétences en SQL pour requêter sur ces bases de données-là. On va développer des compétences pour faire des jointures de tables de données et autres, dans le but d'extraire l'information synthétique dont on a besoin pour faire notre tableau de bord. Ensuite, il faut avoir des compétences pour traiter ces données-là, les analyser et ensuite les restituer. Et vous avez vu hein, dans les tableaux de bord qui ont été présentés précédemment, on a de belles présentations qui sont très agréables à lire, intuitives, le radar qui montre clairement est-ce qu'on est en bonne évolution ou bien on est en retard par rapport à l'objectif qu'on s'est donné. Donc, ce sont des types de graphiques, des illustrations qui parlent plus que de simples chiffres, plus que de simples tableaux. Donc, on va utiliser, il faut avoir la compétence en fait pour savoir comment restituer au mieux l'information au manager, de sorte à lui permettre très rapidement de comprendre la situation et de vite prendre sa décision. Donc, voilà les compétences qu'il faut développer, mais en dehors de ça, il y a des qualités personnelles que celui qui est en charge de développer les tableaux de bord doit avoir. Il doit avoir vraiment fait preuve de grande agilité mentale, donc pouvoir se remettre en cause, poser des questions, avoir une bonne capacité de communication, parce que le tableau de bord est un outil de communication entre le manager et ses collaborateurs. Et il faut qu'il parle le même langage, donc il faut que ce soit un outil, il faut qu'il ait de bonnes capacités de communication, même pour choisir les types de graphiques, les illustrations, c'est les compétences en communication qui vont primer. Ensuite, il doit avoir un certain leadership,
parce qu'il n'est pas le manager, il n'est pas le chef d'entreprise, mais il conçoit des outils qui vont orienter les actions. Donc, c'est grâce à son leadership qu'il pourra concilier en fait toutes les parties prenantes, aussi bien le manager que le staff de l'équipe, pour atteindre les objectifs. Et ensuite, il faut la capacité d'analyse parce que le tableau de bord 7 donne des indicateurs, il donne un niveau de détail, mais parfois, il ne donne pas tout le détail qui permet de passer à l'action. Donc, il faut être capable de pouvoir creuser, analyser jusqu'à atteindre un niveau actionnable pour pouvoir changer la donne. Donc, voici plus ou moins les différentes compétences qu'il va falloir acquérir pour pouvoir être un bon responsable pilotage, pour évoluer aussi dans ses fonctions, parce que le responsable d'une activité, d'un directeur commercial, un directeur qualité, qui a des compétences pour savoir mettre en place un tableau de bord, pour lire le tableau de bord et pour identifier les leviers actionnables, va sans doute obtenir de meilleurs résultats et pourra progresser vers ses objectifs professionnels assez rapidement. Merci encore, Jean-Claude, pour ton intervention. Et comme tout à l'heure, Joël et toi avez abordé la question de la formation, ce qui veut dire qu'il est possible justement pour tout individu, pas forcément des spécialistes, pas forcément des personnes qui ont déjà fait de la statistique ou bien qui ont déjà fait de la gestion de données, de pouvoir faire des tableaux de bord, qu'il y avait des formations qui étaient possibles. Et pour cela, je vais donner dans quelques instants la parole à Fidèle pour qu'il nous parle justement de des formations que BIFA donne dans ce sens-là. Déjà, je vois qu'il y a de nombreuses questions que nous avons reçues. Après Fidèle, on va aborder les questions. Et je voudrais aussi rappeler aux différents participants que vous aurez à la fin du webinaire les différents supports qui ont été présentés, de sorte à vous aider non seulement à vous rappeler de ce qui a été dit, mais surtout de pouvoir vous orienter au mieux dans vos différents processus. Fidèle, tu as la parole pour justement présenter la formation, bien les formations que BIFA offre dans le sens des tableaux de bord. Ok, d'accord, merci Lévi. Alors nous, chez BIFA, donc nous faisons du conseil en analyse des données et nous faisons également des formations. Je vais m'attarder donc sur les formations. Alors nous, on fait, comme on a eu à le dire, hein, le tableau de bord est un outil qui est très important pour assurer donc, la gestion de son entreprise. Maintenant, comment est-ce qu'on acquiert une telle compétence? Comment est-ce qu'on apprend donc, à mettre en place le tableau de bord? C'est à ça en fait que sert BIFA. BIFA en fait propose plusieurs formations sur la mise en place du tableau de bord. Ça peut être avec Excel, avec les business tools d'Excel, ça peut être avec Power BI ou d'autres outils par exemple. Mais l'objectif de nos formations, c'est de vous apprendre à utiliser donc ces différents outils, donc par exemple Excel, pour répondre à des problématiques de gestion, peu importe votre domaine d'activité. Je suis gestionnaire de stock. Comment est-ce que j'utilise Excel pour pouvoir améliorer la gestion de mes stocks? Je suis financier. Comment est-ce que j'utilise Power BI ou Excel pour pouvoir mettre en place donc des outils et donc des tableaux de bord pour améliorer la gestion de mon business, par exemple. Donc, c'est à ça en fait que je réponds aux formations. Donc, peu importe, je veux dire, l'outil qu'on va utiliser, que ce soit Excel ou Power BI et autres, notre formation a pour but de vous apprendre à utiliser ces outils pour répondre à des problématiques de gestion liées à votre activité. Nos formations donc, reposent donc sur l'interactivité, la participation. Et le plus ici, c'est que la méthode de travail se fait par étude de cas. Donc, ce sont des cas que nous avons rencontrés et vécus donc, en entreprise lors de missions réalisées donc, au sein donc, de cabinets ou de multinationales, par exemple. Ce qui permet à la fin donc, de pouvoir ressortir avec une compétence qui est applicable, mais en même temps adaptable donc, à vos différentes organisations. Donc, pour ce mois de décembre, nous avons 3 formations que nous avons lancées. La première formation, donc, on va apprendre, donc c'est le tableau de bord avec Excel. Donc ici, on va apprendre à utiliser Excel, on va mettre en place des tableaux de bord, comme vous l'avez vu, assez dynamiques, assez pertinents. La seconde formation, donc, c'est toujours le tableau de bord avec Excel, mais cette fois-ci,
on va exploiter donc les outils de business intelligence d'Excel, comme par exemple Power Pivot, Power Query. Ce sont des outils d'Excel qui vont nous permettre, par exemple, de pouvoir mettre en place des tableaux de bord assez interactifs. Mais la particularité, c'est que ça nous permet, par exemple, de pouvoir connecter Excel à plusieurs sources de données. Je vais en mission dans une entreprise et on me dit que les données que vous devez utiliser se trouvent sur une page Internet. Et j'ai des millions de lignes là-bas. Excel est limité à 1 million de lignes. Moi, j'ai des données de 3 millions de lignes sur une source Internet. Comment est-ce que je connecte donc Excel à cette source de données-là pour extraire les informations dont j'ai besoin, les traiter et produire un tableau de bord assez interactif? Donc, c'est à ça que c'est donc cette seconde formation. Et la dernière formation qu'on fera en décembre, c'est sur Power BI, l'analyse des données avec Power BI. Power BI est présenté aujourd'hui comme l'avenir même d'Excel. C'est un outil qui est complet, qui est très outillé, très dynamique et qui permet, par exemple, de pouvoir mettre en place des tableaux de bord assez interactifs. Donc, voici un peu présenté de façon succincte les formations qu'on fera en décembre. Pour ceux qui veulent plus d'informations, vous avez donc le contact de BIFA 07 08 91 64 64. Vous pouvez appeler, vous pouvez envoyer des messages sur WhatsApp et on pourra donc aller plus dans le détail par rapport donc à nos formations et à ce qu'on fait. Merci Joël pour cet additif relativement aux formations. Et je voudrais rebondir justement sur certains éléments qui ont été posés par les différents participants, notamment l'utilisation de logiciels. Quels sont les logiciels qu'on utilise dans l'élaboration de tableaux de bord et quelles sont, on va dire, les différences fondamentales ou les limites de ces différents logiciels-là? Avant que tu ne répondes, permets-moi juste une seconde de dire aux différents intervenants, on arrive pratiquement à midi, heure qui était décidée comme la fin de notre webinaire. Permettez-nous de rallonger quelque peu ce temps-là, de sorte à pouvoir égrener les questions qu'on a pu identifier déjà, et puis voilà. Pour ce qui concerne le contact de BIFA, vous les aurez et toutes les autres informations relatives au contact. Ne vous en faites pas. Fidèle? Oui, d'accord. La question sur les différents logiciels et quelles sont les limites, on va dire, ou la différence fondamentale. D'accord. Moi, ce que je peux dire à ce niveau, c'est que d'abord, au niveau des logiciels, il y a une multitude de logiciels qui existent sur le marché que vous pouvez donc mettre en place, donc faire des analyses et mettre en place le tableau de bord. Déjà, on a Microsoft avec Excel, on a Power BI, il y a Tableau également qui est un outil qui est utilisé, il y a MyReport, il y a tellement d'outils. Mais là n'est pas le plus important. Le plus important, c'est quel est l'outil qui me permet, par exemple, de mieux personnaliser mon besoin et fournir la meilleure analyse selon les données qui sont disponibles. Donc, c'est ce que je peux dire à ce niveau. Ensuite, par rapport à la seconde question, tu avais dit les différentes limites, en fait. Les différentes limites du tableau de bord. Moi, je dirais plutôt, je pourrais plutôt parler des limites des outils, en fait. Des outils qui sont utilisés. C'est-à-dire des logiciels qu'on va utiliser, ça peut être Excel, même Power BI. Justement, ce sont les limites des logiciels. Voilà, des outils. Parce que, comme j'ai dit, en faisant de mon besoin, j'utilise l'outil qui me permet de mieux répondre à ce besoin. Voilà. Mais un outil peut avoir une limite, par exemple. Donc, comme j'ai dit, Excel. Excel est limité à 1 million de lignes. Moi, j'ai une base de données sur Access de plus de 4 millions de lignes. Comment est-ce que je fais pour traiter ces informations-là si je veux les envoyer sur Excel? Voici une limite d'Excel, par exemple. Donc, cette fois-ci, pour contrôler cette limite, je vais donc me tourner vers les business tools d'Excel, tels que Power Pivot, Power Query, pour contourner en fait cette limite-là. Donc, par rapport à mon besoin bien précis, par rapport au travail que je vais proposer, donc, je choisis donc le logiciel qu'il me faut, qui me permet de pouvoir répondre à ce besoin. Voilà. Donc, je parle plutôt aussi de limite des outils, en fait. Voilà. Ok, s'il te plaît, Lévi, je peux apporter une addition. Bien sûr. Ok, en termes d'autres éléments de limite aussi, en ce qui concerne Excel, il faut dire, Excel est utilisé généralement pour réaliser des calculs assez simples et basiques. Donc, par exemple, avec Excel, lorsqu'on veut récupérer des données, très souvent, on fait des petits colis, on fait des saisies manuellement, on utilise un fichier Excel. Alors que parfois, on peut avoir à toucher à des données de diverses sources.
Donc, Excel, par exemple, peut avoir cette limite-là de pouvoir toucher à des choses qui sont diverses. Donc, grâce aux Power Tools de Excel, donc Microsoft a intégré ces Power Tools dans Excel. Grâce à ces Power Tools que sont Power Query et Power Pivot, on a à se connecter à des sources de données qui sont diverses. Donc, et on arrive à manipuler des modèles de données plus ou moins complexes. Par exemple, dans Excel, lorsqu'on veut analyser de la data qu'on a structurée sous forme de tableau, on va utiliser généralement les tables, les formules, les TCD. Alors qu'avec d'autres solutions comme Power Pivot, on utilise les modèles de données pour pouvoir. Power Pivot, on le retrouve aussi dans Power BI. Donc, Power Pivot et Power BI sont des Power Tools qui peuvent être intégrés dans Excel pour faire de la business intelligence pour Excel. Parce que très souvent, on se retrouve avec des personnes. Donc, si on rentre dans une entreprise, on va avoir 600 personnes, rapidement 90 personnes en Excel sur la machine. Donc, grâce à ces add-ins qui sont Power Tools et Power Query et Power Pivot, on peut faire de la BI dans Excel. Mais si on veut aller plus loin et utiliser un logiciel plus ou moins avancé, on peut utiliser Power BI ou des logiciels comme Tableau, Fidèle à énumérer pas mal d'outils aussi qu'on peut utiliser pour faire des tableaux de bord. Donc voilà ce que je peux apporter. Merci, Joël. Oui, je voudrais juste rebondir sur le point aussi pour apporter un additif. Voilà, donc merci. Alors, ce que je voudrais préciser, c'est qu'aujourd'hui, on dispose en tout cas d'une multitude d'outils vraiment pour mettre en place ces tableaux de bord. Et c'est très intéressant aujourd'hui. Et l'outil aujourd'hui qui est le plus utilisé pour la mise en place des tableaux de bord, à notre connaissance, c'est Excel. Excel a beaucoup évolué au cours de ces dernières années. À partir de la version, je pense, 2013, oui, Excel, en fait, a commencé à inclure ces outils, ces Power Tools. Alors, Microsoft, en fait, je veux dire. Donc, Microsoft a développé Power BI, qui est un logiciel qui a une licence qui est payante et qui a un certain nombre de fonctionnalités et qui permet la mise en place de façon aisée de tableaux de bord. Et dans l'outil Power BI, on a 3 composantes principales. On a le Power Query, le requêtage, on a le Power Pivot pour le modèle de données et on a le Power Map pour faire le Power View pour faire des tableaux de bord présentés de façon vraiment très, très jolie. Alors, qu'est-ce que Microsoft a fait? C'est que Microsoft, avec des évolutions de Excel, a intégré progressivement ces modules-là dans Excel. Donc, aujourd'hui, vous allez prendre la version 2016 de Excel, vous pouvez activer le module Power Query, qui n'existait pas dans les versions précédentes, qui existait dans Power BI direct. Vous pouvez activer le module Power Pivot. Vous pouvez activer le module Power View. Et donc, aujourd'hui, ça demande une certaine technicité et c'est pour ça qu'il faut se former avec BIFA, certaine technicité pour pouvoir exploiter ces modules-là qui sont disponibles dans Excel. Bien sûr, il y a des limites à ces modules qui sont gratuits parce qu'avec Power BI, on a un certain nombre de flexibilités. On peut diffuser les rapports, on peut mettre à disposition les différents tableaux de bord en fonction du niveau hiérarchique. Je prends l'exemple d'une banque qui a plusieurs agences. Donc, je peux concevoir un tableau de bord pour chaque agence et concevoir un tableau de bord pour le responsable de la banque ou le directeur de la banque. Donc, le directeur de la banque aura une vue aussi bien globale que par agence, mais le chef d'agence, il n'a pas besoin d'avoir la vue globale, il a besoin de se concentrer sur son agence. Ce qui est bien, c'est qu'avec Power BI, vous allez diffuser ce tableau de bord-là et chaque acteur pourra se connecter et visualiser en fait son tableau. Et la mise à jour est relativement automatisée
et la diffusion est vraiment simple. Ce qui n'est pas le cas forcément avec Excel, où on va développer le tableau de bord. Celui qui est en charge de développer va peut-être mettre en place des routines pour faciliter la mise à jour, mais dans tous les cas, pour la diffusion, soit il va déposer le tableau de bord sur un dossier partagé dans l'entreprise, un intranet ou un dossier partagé, ou le diffuser par email. Alors que lorsqu'on achète la licence, ça donne accès à une plateforme qui ne nécessite pas forcément que chacun ait forcément le logiciel en tant que tel, mais avec un simple lien diffusion, ça envoie une notification et chacun peut se connecter. Donc, il y a plusieurs outils. Je vais citer quelques-uns en plus de ce qui a été cité. Donc, on a cité Power BI, Tableau. Il y a ClickView. Il y a SAP aussi qui développe des outils Business Intelligence. Mais de façon générale, les outils de gestion intègrent en fait un module de création de tableau de bord. Le tableau de bord vraiment synthétique. Maintenant, certains outils arrivent à faire des tableaux de bord plus élaborés que d'autres, mais de façon, si je veux résumer, en fait, je vais dire que Excel est l'outil par excellence pour pouvoir mettre en place ce tableau de bord, mais avec un outil, en fait, par excellence, gratuit et accessible par la majorité pour la mise en place des tableaux de bord. Merci pour ces additifs, Jean-Claude. Dans les questions qui nous sont parvenues, on demande s'il y a un tableau de bord standard qui peut être utilisable, quel que soit le type d'entreprise. Je vais poursuivre, comme c'est moi qui avais la parole. Alors, donc, pour répondre à cette question, je dirais qu'il y a des tableaux de bord plus ou moins standards par domaine d'activité. Donc, il y a des tableaux de bord, des indicateurs, en fait, qui sont standards par domaine d'activité, qu'on va retrouver, en fait, dans quelle que soit l'entreprise, lorsqu'il s'agit d'un même domaine d'activité. Donc, sur les domaines d'activité, le domaine commercial, on va regarder le chiffre d'affaires, la marge moyenne, le nombre de clients recrutés et autres. Dans les domaines de la qualité, on va regarder le nombre de réclamations, les activités du service après-vente, ainsi de suite. Donc, il y a des tableaux, des indicateurs standards par domaine d'activité, mais il faut préciser que, bien sûr, il y a une spécificité à intégrer en fonction de l'activité du business, en fait, de l'entreprise. Donc, on pourra mettre en place un tableau de bord avec ces indicateurs-là, mais la déclinaison par produit ou par segment est toujours personnalisée en fonction de l'entreprise, de ses produits, de son type de fonctionnement, de ce sur quoi, de sa stratégie et de sa vision. Donc, il y a des indicateurs standards, pas un tableau de bord standard. Il y a des indicateurs standards par domaine d'activité et qui doivent être complétés en fait en fonction de la spécificité de l'entreprise. Merci. Fidèle, tu veux intervenir? Ah oui, bon, moi je rejoins parfaitement ce que Jean-Claude a dit. Il y a des indicateurs qui sont standards, comme on a eu à le dire durant tout le déroulé donc, de ce webinaire. Donc, lorsqu'on prend un domaine particulier, que ce soit les ressources humaines, que ce soit la finance, que ce soit la production, il y a les KPI en fait qui sont bien connus en fait de ces différents domaines-là. Mais c'est chacun, donc par rapport aux besoins qu'on veut, chacun pourra personnaliser le tableau de bord qui va répondre. Parce que mon besoin n'est pas forcément le besoin d'un directeur financier d'une entreprise de téléphonie n'est pas forcément le même besoin du même directeur financier d'une entreprise de pétrole. Donc, chacun va pouvoir l'adapter donc à son besoin là, et produire un fichier qui répond de façon spécifique à son besoin. Donc, indicateur spécifique, mais tableau de bord
s'adapte vraiment aux besoins de chacun. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment de tableau de bord standard qu'on prend et on adapte, comment on appelle ça, on l'utilise dans n'importe quelle fonction, dans n'importe quelle entreprise. Non, c'est en fonction des besoins de chacun, en fait, que on met en place le tableau de bord et voilà. C'est ce que je peux ajouter là-dessus. D'accord, merci beaucoup. Je vais revenir sur une question qui porte sur le fait que pour les porteurs de projets, comment le tableau de bord peut aider le manager ou futur manager à être plus performant? Je sais qu'on avait déjà un peu abordé ça, mais est-ce que déjà, pour un porteur de projet, avant même d'être en activité, l'utilité d'un tableau de bord peut se présenter? D'accord, rapidement, je vais, Ok. je vais- En fait, l'idée ici, la question posée, c'est de savoir, avant même que l'entreprise ait commencé à développer ses services, est-ce qu'elle peut mettre en place un tableau de bord? À mon sens, je ne pense pas qu'il soit possible, puisque le tableau de bord, il est censé utiliser des données qui ont été générées par les activités de l'entreprise pour aider à la prise de décision stratégique. Donc, a priori, si une entreprise vient de démarrer ou souhaite démarrer, ce qu'elle peut faire, c'est de faire une étude de marché ou bien des études sur son environnement, l'environnement de son activité, des études externes, puisque a priori, elle n'a rien qui lui permet de dire il y a des écarts, elle n'a rien pour apprécier ces écarts. Du coup, c'est lorsqu'elle va mettre en place son activité, elle va commencer à réaliser, vendre des services, elle va générer de la data et dès ce moment-là, elle peut commencer à avoir des insights qui vont ressortir, qui vont lui permettre d'avoir son tableau de bord. Donc, sans avoir démarré une activité, je pense qu'il est presque pas possible de mettre en place un tableau de bord. D'accord, merci beaucoup. Là, ce sera la dernière question qu'on va essayer, à laquelle on va essayer de répondre, c'est quelle est la différence entre un tableau de bord et un reporting? Jean-Claude ou bien Joël, tu veux rebondir dessus? Je vais rapidement répondre. Euh, La différence entre le tableau de bord et le reporting peut se situer à plusieurs niveaux. Déjà sur l'objet. Le reporting, il est comme un snapshot en fait de tout ce qui se passe dans l'entreprise à un moment précis. Donc, c'est un snapshot que très souvent l'employé réalise, qu'il transmet à son manager. Vous voyez, donc dans le reporting, on ne verra pas parce que j'aurais présenté deux types d'indicateurs, les indicateurs de pilotage, les indicateurs de performance. Le manager, lui, il a besoin de prendre des décisions. Donc, il ne voudra pas peut-être suivre comment les ventes se sont passées, ou bien lui veut voir en fait c'est quoi la performance vis-à-vis des objectifs qu'on s'est fixés. Dans le reporting, on n'aura que les indicateurs de performance qui seront présentés. Dans le reporting, on peut le faire. Donc, pour faire un reporting, on utilise un tableau de bord. Donc, le tableau de bord qui lui permet de piloter, de suivre de façon dynamique une activité ou bien un business. Et on fait un reporting à partir du tableau de bord. Donc, c'est comme si on faisait une extraction de l'activité de l'entreprise à un moment donné à partir du tableau de bord. On rend compte, on présente à la hiérarchie. Donc, voilà un peu la distinction entre le reporting et le tableau de bord. Merci beaucoup, Joël. Jean-Claude, tu voulais faire un additif? Oui. D'accord. Effectivement, mon additif, c'est sur la finalité de ces deux outils-là. Donc, premier outil, reporting, finalité, informer sur les réalisations. Et le tableau de bord, la finalité, c'est de prendre des décisions, de prendre des actions correctives, de suivre la performance et de pouvoir agir en fait sur la performance. Donc, c'est deux finalités qui font toute la différence en fait entre ces deux outils-là.
Maintenant, dans mon exposé, j'ai présenté deux types d'indicateurs, des indicateurs d'activité et des indicateurs de résultats. Alors, le tableau de bord, le reporting va essentiellement se concentrer sur des indicateurs de résultats, alors que le tableau de bord, en plus des indicateurs de résultats, va intégrer les indicateurs d'activité qu'on appelle également les indicateurs de pilotage. Donc, voici en fait ces deux éléments-là. Donc, les indicateurs de pilotage sont des leviers, en fait, sont en fait indexés sur des leviers que le manager peut utiliser pour changer la donne, pour orienter l'action. Alors que le reporting se concentre sur des indicateurs de résultats, on fait un constat sans plus. Voilà en fait ce qui fait la grande différence des deux outils qui ont été posés comme question. Ok, merci. Là, ce sera la dernière question et ce sera sur est-ce qu'il est nécessaire d'utiliser VBA Excel pour élaborer son tableau de bord? Joël? D'accord, merci. En ce qui concerne l'utilisation de Visual Basic, il faut dire que VBA, c'est utilisé en fait pour pouvoir automatiser les tâches, donc rendre facile lorsqu'on peut être confronté à la répétition de certaines tâches. Donc, avec VBA, on peut automatiser certaines tâches et avoir une certaine facilité pour avoir des résultats. Donc, en ce qui concerne le tableau de bord, on n'est pas forcément obligé d'y intégrer de la programmation, c'est-à-dire VBA. Mais pour être plus à l'aise avec notre solution, notre tableau de bord, on peut intégrer, par exemple, je donne des pour ce qui concerne VBA. Par exemple, en ce qui concerne la mise à jour de la source de données. Parce que lorsqu'on réalise un tableau de bord avec Excel, est-ce que à chaque fois, on va venir de façon manuelle aller chercher le fichier qui contient les nouvelles données et puis le charger, c'est-à-dire venir remplacer nos données, ou bien est-ce qu'on va utiliser VBA pour pouvoir le faire? Donc ici, VBA apparaît comme une solution vraiment intéressante qui va nous aider à faciliter la tâche. On n'aura pas besoin à chaque fois de répéter ce process de mise à jour de la base de données rapidement avec un bouton commande qui derrière contient une macro. On va exécuter cette tâche-là qui va nous faciliter la tâche. On peut utiliser VBA aussi pour réaliser pas mal de choses. Donc, l'esprit derrière, comme je l'ai dit, c'est pour automatiser. Du coup, si on veut avoir un tableau de bord très interactif, dynamique, il est important, sinon, il est bon d'y ajouter de la programmation, notamment VBA. D'accord. Merci beaucoup, Joël, pour ton intervention. Je vais demander à Fidèle de nous rappeler, s'il te plaît, les différentes dates pour les différentes formations que BIFA offre dans le cadre des tableaux de bord. D'accord, merci Lévi. Alors, donc, nous allons donc, dans ce mois de décembre, apprendre à mettre en place des tableaux de bord. Et les formations que nous faisons sont des formations qui sont très, très, très pratiques. Donc, la première formation, ça sera donc du 4 au 5 décembre. Donc, c'est une formation de 20 heures de temps. Ici, on va apprendre à utiliser donc on va apprendre Excel que nous connaissons. On va concevoir donc un tableau de bord vraiment assez dynamique, assez pertinent, comme vous l'avez vu donc, dans les présentations qu'on a eu à faire. Ensuite, la seconde formation, donc avec les business tools d'Excel, ça sera donc du 11 au 12 décembre. Et la dernière formation sur Power BI, ça sera du 18 au 19. Donc, c'est des formations qui sont très pratiques, comme je l'ai dit. Et à la fin de ces formations, c'est-à-dire, par exemple, si je prends le premier jour, le 5 décembre, il y a un projet qu'on va vous remettre, que vous serez appelé donc où vous serez appelé à mettre en place donc vous-même votre tableau de bord et puis nous allons corriger avec vous. Donc, comme j'ai dit, formation très pratique avec des cas donc
qui proviennent donc des situations que nous avons vécues en entreprise, dans des cas réels, et qui font qu'après donc une telle formation, vous ressortez avec une compétence qui est très palpable et que vous pouvez rapidement donc appliquer ou adapter donc dans vos différentes organisations. Merci encore, Fidèle, pour ton intervention. Je voudrais rappeler un peu ce que nous avons eu à faire en ce jour pour ce webinaire sur les tableaux de bord. On a parlé de définition déjà de ce que c'était qu'un tableau de bord et on a signifié que le tableau de bord était un outil de pilotage qui est mis à la disposition d'un responsable ou de son équipe pour prendre des décisions et agir en vue de l'atteinte d'un but qui concourt à la réalisation des objectifs stratégiques. Ça, c'est ce que nous avons vu en premier point. Ensuite, notamment la définition de la vision de l'entreprise. En deux, le choix des indicateurs qui allaient justement faire l'objet de ce tableau de bord. Ensuite, définir le processus de collecte de données qui allait alimenter ce tableau de bord. Et après quoi, bien sûr, lorsqu'on a un tableau de bord, il faut pouvoir le visualiser et qu'il soit compréhensible, qu'il soit accessible pour ceux-là même qui doivent prendre les différentes décisions et bien sûr structurer le tableau de bord. Et il a été question après du choix des KPI, c'est-à-dire des indicateurs qui allaient faire l'objet de ce tableau de bord-là. Et il a été identifié, on va dire, deux grandes catégories d'indicateurs, notamment des indicateurs d'activité et des indicateurs de résultats qui devaient traduire, on va dire, la performance. Donc, il fallait définir les indicateurs et ensuite pouvoir identifier les conditions sur ces indicateurs-là. Et pour terminer, ce que nous avons eu à faire, c'était comment utiliser le tableau de bord pour piloter les différentes activités dans la prise de décision. Et ça, nos différents intervenants ont largement apporté des précisions à l'aide d'exemples, que ce soit dans le cadre des ressources humaines, dans le cadre de l'activité commerciale ou dans le cadre des activités financières. Et pour toutes les personnes qui participent, si vous avez bien sûr des questions particulières qui sont plus spécifiques à votre secteur d'activité, vous pouvez toujours recontacter BIFA de sorte à ce que BIFA vous donne plus d'exemples, plus d'éléments qui vont vous aider dans l'élaboration en plus de la formation qui est proposée, des différentes formations qui sont proposées. Et donc, je voudrais remercier nos différents participants pour leur temps. Je voudrais remercier également nos différents panélistes pour la qualité des interventions, pour la disponibilité, surtout que ce soit Jean-Claude Ncho, que ce soit Wenkuni Joël et également Fidèle Adjoumani. Et donc, on vous dit merci à tous pour la qualité de vos interventions. On vous dit également merci aux participants pour la qualité de vos questions. Et bien sûr, sachez que le tableau de bord est utile, il est nécessaire et que vous pouvez bien sûr vous faire former avec BIFA. Bon après-midi à vous et puis bon week-end à chacun d'entre vous. Merci. 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 Merci.